Il est tôt lundi matin, très tôt. La Knesset, le Parlement israélien, est en session extraordinaire. Les élus sont là, dans l'hémicycle, pendant que les sirènes résonnent encore dans plusieurs villes du pays, pendant que les équipes de secours déblaient les décombres, pendant que les familles identifient leurs morts. Et le Parlement vote. Il vote le budget 2026, en urgence, à l'aube, avec une augmentation massive des ressources allouées à la défense dont le montant exact n'a pas encore été rendu public dans son intégralité. Voilà ce que cette image dit avant même qu'on l'analyse. Un pays dont le dôme de fer fonctionne parfaitement ne convoque pas son Parlement à l'aube pour voter un budget de défense d'urgence. Un pays dont les défenses tiennent ne vote pas massivement plus d'argent pour les reconstruire en plein milieu d'une guerre. Un pays dont la situation est maîtrisée ne fait pas ça. Ces villes détruites, ces morts, se votent à l'aube. Ce ne sont pas trois informations séparées, c'est un seul et même aveu, l'aveu que ce que les communiqués officiels israéliens décrivaient depuis des jours comme une situation difficile mais sous contrôle ne correspond plus à la réalité que les habitants d'Israël vivent dans leurs abris, dans leurs hôpitaux, dans les rues de leurs villes éventrées. Aujourd'hui, nous allons lire cet aveu jusqu'au bout. Salut à tous, je suis Olivier Dargent, analyste géopolitique et de la finance, et vous êtes sur ma chaîne YouTube. Veuillez soutenir la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche de notification. Cela m'aide à produire davantage d'analyses qualitatives pour vous. Partagez la vidéo autour de vous et merci de l'avoir fait. On continue. Commençons par ce que personne ne vous a vraiment expliqué sur ce vote budgétaire. Pas le montant, pas les lignes de dépenses, mais la signification politique et institutionnelle du moment choisi pour ce vote. La Knesset ne vote pas son budget annuel à l'aube, en session extraordinaire pendant une guerre active, par hasard ou par simplicité administrative. Elle le fait parce qu'elle n'a pas le choix, parce que la situation militaire a créé une urgence financière que le cadre budgétaire existant ne peut plus absorber. Voici ce que ce vote dit concrètement. Premièrement, les stocks de munitions et d'intercepteurs sont épuisés à un rythme que le budget de défense initial de 2026 ne finançait pas. Les batteries antimissiles ont consommé des intercepteurs à un rythme qui dépasse toutes les projections d'avant-guerre. Chaque intercepteur, Arrow 2, coûte plusieurs dizaines de millions de dollars. Chaque intercepteur, David's Sling, plusieurs millions. Chaque Patriot Pack 3 entre 3 et 13 millions, selon la variante. Multiplié par les centaines d'interceptions, partiellement réussies, des dernières semaines, la facture dépasse rapidement ce que les lignes budgétaires ordinaires peuvent couvrir. Deuxièmement, les infrastructures civiles endommagées créent des obligations de reconstruction d'urgence que le gouvernement doit financer. Les immeubles détruits, les réseaux électriques endommagés, les systèmes d'eau et d'assainissement touchés dans les villes frappées représentent des coûts de réparation immédiats que l'État israélien doit assumer pour maintenir le fonctionnement minimal de la société civile. Troisièmement, et c'est peut-être le signal le plus révélateur, la durée du conflit a dépassé les projections initiales du gouvernement Netanyahou. Un budget de défense est dimensionné pour un horizon temporel. Si la guerre devait durer 4 semaines, comme Trump l'avait annoncé, les ressources prévues couvraient 4 semaines. Nous sommes bien au-delà. Et le gouvernement israélien, qui avait lui-même bâti ses calculs sur l'hypothèse d'une guerre courte, doit maintenant refinancer une guerre longue avec des ressources prévues pour une guerre courte. Goldman Sachs, dans une note publiée en début de semaine, a estimé que le coût quotidien de la guerre pour Israël, opérations militaires, défense antimissile, reconstruction d'urgence, perte d'activité économique, se situe entre 1,2 et 1,8 milliard de dollars par jour. Chaque jour. Depuis 25 jours, le total cumulé dépasse déjà les capacités ordinaires du budget de défense israélien pour l'année entière. C'est pour cela que la Knesset vote à l'aube. Pas parce que la situation est sous contrôle, parce qu'elle ne l'est plus suffisamment pour attendre la prochaine session ordinaire. Le Wall Street Journal, citant des parlementaires israéliens sous couvert d'anonymat, a rapporté que les débats en commission avant le vote avaient été inhabituellement tendus. Plusieurs membres de la coalition gouvernementale avaient demandé des clarifications sur les projections de durée du conflit avant de voter des crédits supplémentaires. Ces projections, selon les mêmes sources, n'avaient nullement pas fourni les garanties espérées. Un budget voté sans certitude sur la durée de la guerre qu'il finance est un budget voté dans l'incertitude.
Et l'incertitude budgétaire d'un pays en guerre est le miroir fidèle de son incertitude stratégique. Ce que la Knesset appelle un vote de soutien à l'effort de défense, les marchés obligataires israéliens appellent un signal de détresse financière. Parlons maintenant des faits que les communiqués officiels ont le plus de mal à gérer. Les villes détruites, les morts. Depuis le début du conflit, la censure militaire israélienne a réussi à maintenir un contrôle relatif sur les images de destruction et les bilans humains. Des informations parcellaires, des chiffres agrégés sans détails géographiques, des photos approuvées après délai, une gestion de l'information cohérente avec ce que tous les pays en guerre pratiquent, mais il y a un seuil au-delà duquel la censure ne peut plus fonctionner. Ce seuil, c'est quand les habitants eux-mêmes publient en temps réel ce que les porte-paroles militaires ne confirment pas encore. Quand les réseaux sociaux sont plus rapides que les briefings. Quand une famille sur 3 dans certains quartiers a un mort ou un blessé à déclarer. Nous approchons de ce seuil. Et les images qui filtrent, malgré les consignes, dressent un tableau qui diverge significativement du récit officiel. Des quartiers résidentiels éventrés dans plusieurs villes du centre et du nord du pays. Pas des dommages ponctuels sur un immeuble isolé, des pâtés de maisons, des rues entières où les façades ont été soufflées, où les véhicules carbonisés bloquant la circulation, où les vitres de dizaines d'immeubles adjacents ont été brisées par les ondes de souffle. Des morts, des civils, des personnes qui n'avaient pas eu le temps de rejoindre un abri, des personnes dont les abris eux-mêmes n'avaient pas résisté à l'impact direct d'une ogive à fragmentation. Le bilan humain officiel, tel qu'il est communiqué par les autorités israéliennes, est délibérément incomplet dans ses premières heures. Nous l'avons analysé dans des vidéos précédentes avec le précédent d'Ain al-Assad. Les bilans sont révisés à la hausse au fil des jours, à mesure que les équipes médicales consolident leurs données et que la pression politique pour la transparence devient insurmontable. Channel 12, la chaîne d'information israélienne la plus regardée, a diffusé cette nuit des reportages qui décrivaient des scènes que ces journalistes qualifiaient eux-mêmes d'inédites en termes de densité de destruction dans des zones résidentielles. Cette formulation, inédite, dans la bouche de journalistes israéliens habitués depuis des années aux images de guerre, dit quelque chose d'important sur ce que la nuit dernière a produit de différent. L'Atlantic Council, dans une note d'analyse publiée cette semaine, a établi une corrélation directe entre l'échec partiel du dôme de fer, que nous analyserons maintenant, et l'augmentation des dommages civils observés dans les dernières 48 heures. Cette corrélation dit quelque chose de simple et de terrible. Plus le bouclier est insuffisant, plus les civils paient le prix de son insuffisance. Ce que le gouvernement Netanyahou appelle des pertes regrettables mais inévitables, les familles des victimes appellent le coût d'une guerre dont personne ne leur a expliqué la stratégie de sortie. Nous avons analysé dans des vidéos précédentes comment l'Iran avait développé une stratégie de saturation pour percer les défenses israéliennes. Aujourd'hui, nous devons aller plus loin. Parce que ce qui se passe ces dernières heures n'est plus une percée occasionnelle, c'est un échec systémique. Et la distinction entre percée occasionnelle et échec systémique est la distinction la plus importante de cette analyse. Une percée occasionnelle, c'est un missile qui passe malgré un système fonctionnel. Cela arrive, cela arrivera toujours. Aucun système de défense ne possède un taux d'interception de 100% dans des conditions de combat réelles. Un échec systémique, c'est différent. C'est quand le taux d'interception réel s'écarte suffisamment du taux théorique pour que des villes soient détruites et des civils tués, non pas malgré le système, mais parce que le système ne peut plus tenir le rythme imposé. Nous sommes dans la deuxième catégorie. Pourquoi ? 3 raisons structurelles qui s'accumulent. Première raison, l'épuisement des stocks d'intercepteurs. Les États-Unis produisent 6 à 7 Patriot PAC-3 par mois. Les alliés américains dans la région ont consommé plus de 800 intercepteurs en 3 jours au début du conflit. 25 jours de guerre plus tard, les stocks disponibles sont à des niveaux que les planificateurs de défense israéliens n'avaient pas anticipés comme possible en temps de paix. Un système de défense antimissile sans munitions n'est pas un système de défense. C'est une infrastructure de détection sans capacité de réponse. Et à mesure que les stocks s'épuisent, les choix de triage deviennent impossibles. Quelle menace intercepte-t-on quand on a 3 intercepteurs disponibles et 5 missiles entrants ? Deuxième raison, la dégradation des systèmes radars.
L'Iran a détruit 4 des 8 batteries Tcha-AD américaines dans la région en début de conflit. Ces radars n'ont pas tous été remplacés. La reconstruction se heurte au problème du gallium. La Chine contrôle 80% de la production mondiale et maintient ses restrictions d'exportation. Un réseau de défense avec des trous dans sa couverture radar est un réseau avec des angles morts. Et dans ces angles morts, les missiles iraniens trouvent leur chemin. Troisième raison, l'amélioration continue des vecteurs iraniens. L'Iran apprend en temps réel. Chaque salve lui fournit des données sur les réponses défensives. Après 25 jours de données en conditions réelles, les gardiens de la révolution disposent d'une cartographie opérationnelle des défenses israéliennes que les simulations d'avant-guerre ne pouvaient pas produire. Ces 3 facteurs combinés, stock épuisé, radars dégradés, vecteurs améliorés, produisent ce que les ingénieurs de défense appellent la convergence des vulnérabilités. Un moment où plusieurs failles simultanées créent une fragilité systémique que les concepteurs du système n'avaient pas modélisée comme scénario probable. Un ancien directeur technique du programme Iron Dome, cité anonymement par le journal israélien Yediot Aharonot, a utilisé une formulation qui dit tout. Le système a été conçu pour un certain niveau de menace, à une certaine fréquence, avec une certaine disponibilité de munitions. Nous sommes en dehors de tous ces paramètres simultanément depuis plusieurs jours. Ce que le gouvernement appelle un système opérationnel, ses propres ingénieurs appellent un système hors de ses paramètres de conception. Revenons au budget voté à l'aube par la Knesset. Les chiffres disponibles, dans la mesure où ils ont été partiellement rendus publics, contiennent des informations stratégiques que les analystes budgétaires et militaires lisent comme un plan de guerre. Un budget de défense de guerre ne finance pas seulement les opérations en cours, il finance la durée de guerre anticipée. Et la taille de l'augmentation budgétaire est une estimation implicite de combien de temps le gouvernement pense que ce conflit va durer. Les informations disponibles indiquent une augmentation massive des ressources allouées à la défense dans le budget 2026. Le budget de défense israélien pour 2025 était d'environ 27 milliards de dollars, déjà le plus élevé de l'histoire du pays en valeur absolue. Une hausse massive signifie des ressources supplémentaires de plusieurs milliards de dollars minimum. Les sources parlementaires citées par Haaretz indiquent 3 postes principaux d'augmentation. Premièrement, le réapprovisionnement accéléré en intercepteurs antimissiles, ce qui confirme officiellement que les stocks sont en dessous des seuils critiques. Deuxièmement, le renforcement et la reconstruction partielle des systèmes radars dégradés, ce qui confirme en interne ce que le gouvernement ne reconnaît pas publiquement. Troisièmement, un fonds de réserve pour opérations continues d'une durée indéterminée. Cette formulation budgétaire, durée indéterminée, est la traduction administrative d'une reconnaissance que personne dans le gouvernement Netanyahou ne peut dire aujourd'hui quand ce conflit va se terminer. Le Fonds monétaire international a révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour Israël en 2026 de 2,8% à 1,1%. Une révision de presque 4 points de PIB en quelques semaines. Un pays dont le FMI révise la croissance de plus 2,8% à 1,1% en quelques semaines n'est pas un pays en train de gagner une guerre courte. C'est un pays en train d'absorber les coûts d'une guerre longue que ses dirigeants n'avaient pas prévu. Ce que la Knesset appelle un budget de soutien à la défense nationale. Les économistes appellent la facture d'une guerre qui a dépassé tous les scénarios initiaux. Posons maintenant la question que les bilans de frappe et les votes budgétaires ne permettent pas de trancher seuls. Où en est Israël, réellement, au-delà de la communication officielle et des images de destruction? Il y a 2 lectures possibles de ce que nous avons analysé dans cette vidéo. 2 lectures honnêtes, documentées, qui mènent à des conclusions opposées. Première lecture, l'effondrement progressif, les villes détruites, les morts, le dôme de fer en échec systémique, le budget voté en urgence, la croissance révisée à 1,1%. Tout cela dessine un pays en train de se fracturer sous une pression militaire et économique qu'il n'avait pas anticipée à cette intensité. La pression politique intérieure, ce sondage de Channel 12 montrant 58% d'Israéliens sans confiance dans la stratégie de sortie du gouvernement, finira par produire un changement politique que les bombes iraniennes n'ont pas encore produit seules. Deuxième lecture, la résilience sous pression.
Israël a traversé des guerres existentielles depuis 1948. Chaque fois, la société israélienne a démontré une capacité de mobilisation collective face à l'adversité qui a régulièrement dépassé les prévisions des adversaires. Le vote du budget à l'aube n'est pas que le signe d'une crise. C'est aussi le signe d'un système démocratique qui fonctionne, d'institutions qui s'adaptent, d'un gouvernement qui alloue des ressources plutôt que de capituler. Ces deux lectures coexistent. Ce qui est certain, c'est que la convergence des événements de ces dernières heures crée une pression politique intérieure sur le gouvernement Netanyahou d'un type différent de celle des semaines précédentes. Jusqu'ici, les critiques portaient sur la stratégie de sortie. Maintenant, elles portent sur la capacité à protéger les civils. Ce glissement de la stratégie à la protection est politiquement beaucoup plus dangereux pour un gouvernement, parce qu'un électeur peut accepter de ne pas comprendre la stratégie. Il ne peut pas accepter de ne pas être protégé. L'Iran n'avait pas besoin de détruire Israël pour créer cette question. Il avait besoin que le coût de chaque journée de guerre devienne plus visible que le coût d'une paix imparfaite. Ce matin, avec des villes détruites, des morts, un dôme de fer en échec et un parlement qui vote à l'aube, ce coup est devenu très visible. Il y a une vérité que le vote de la Knesset à l'aube, les villes détruites et le dôme de fer en échec révèlent ensemble et que ni les communiqués de victoire, ni les analyses de catastrophe ne peuvent contenir entièrement. Israël ne s'effondre pas. Mais Israël ne tient plus dans les conditions qu'il s'était fixées. Ce n'est pas la même chose. Un pays peut continuer à se battre tout en admettant en interne que les paramètres du combat ont changé, que ce qui était prévu pour 4 semaines est entré dans sa 5e, que ce qui était modélisé comme une guerre à bilan humain, limité pour Israël, produit maintenant des morts civiles dans des quartiers résidentiels, que ce qui était présenté comme un bouclier imperméable montre ses limites dans les décombres de villes qui ne devaient pas être touchées. Le vote budgétaire à l'aube est la formalisation officielle de cette réalité. Il dit en langage administratif et financier ce que les images de destruction disent en langage visuel. La guerre a changé de nature. Et pour la première fois depuis le 28 février, les deux camps sont en train de recalculer leurs paramètres simultanément. Ces 3 recalculs simultanés, l'Iran, Israël, Washington, sont peut-être les premiers signes d'une fenêtre diplomatique que personne n'osait encore nommer la semaine dernière. Quand un Parlement vote son budget de guerre à l'aube, pendant que les sirènes sonnent encore, ce n'est pas un signe de force. C'est un signe que la réalité a rattrapé la communication. Dans les prochaines 48 heures, 3 choses vont se produire simultanément et leurs interactions vont définir la trajectoire de la 5e semaine. La réponse militaire israélienne aux dernières vagues de frappe. La réaction de l'opinion publique israélienne aux bilans humains qui ne peuvent plus être minimisés. Et les signaux que Washington va envoyer à Netanyahou sur sa disponibilité à soutenir une guerre dont les coûts s'accumulent aussi vite pour ses propres bases et ses propres alliés. Je serai là pour analyser tout cela, sans filtre, avec les sources qui contredisent les narratives officielles des deux côtés. Abonnez-vous, partagez. Chaque analyse partagée est une information qui circule en dehors des agendas officiels. Et dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que le vote de ce budget de guerre accélère ou retarde une sortie diplomatique de ce conflit? Je lis tout, je réponds à tout. À très bientôt.